Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'économie de terminale. Aujourd'hui, la vidéo numéro 4 du chapitre Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Grand 3, quels sont les effets induits par le commerce international sur les prix et les inégalités. Bien, la vidéo d'aujourd'hui est à mon sens relativement plus facile que les trois précédentes ou encore que celle qui suit et de ce fait, elle ne sera pas forcément très longue. Alors, nous l'avons vu dans la vidéo numéro 3 notamment, le commerce international est à l'origine de très forts gains à l'échange. Souvenez-vous, nous avons vu que les firmes localisent la production des activités pour lesquelles, par exemple, elles sont les moins efficaces dans des pays capables de réaliser ces tâches de manière plus économique. De cette manière, elles bénéficient également d'économies d'échelle puisque toute l'activité est produite au même endroit. Et en outre, elles peuvent se concentrer sur les étapes du processus offrant un meilleur rendement. Ce découplage de la production dans le cadre d'une chaîne de valeur fragmentée et internationalisée équivaut en fait à une amélioration technologique qui se traduit par d'importants gains de productivité. Et ces gains de productivité vont notamment prendre la forme de baisse de prix, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Enfin, une partie de la vidéo. L'autre partie de la vidéo va porter sur le fait que malgré ces gains à l'échange, la mondialisation de l'économie a permis de réduire les inégalités entre nations depuis les années 90, mais que en revanche, elle a contribué à faire augmenter les inégalités à l'intérieur des nations. Grand A, le commerce international permet de faire baisser le prix moyen des biens et des services. En effet, la spécialisation et les échanges internationaux qui en résultent permettent des gains moyens en termes de baisse de prix. Une étude de la Banque de France estime que les importations de biens finals depuis les pays à bas salaire en 2014 font économiser à chaque ménage français en moyenne 1 000 € de dépenses par an, par rapport à ce que chaque ménage payait en moyenne en 1994. La figure 1 illustre la baisse des prix et la hausse du pouvoir d'achat qui sont liées aux importations. En effet, les vêtements et les chaussures coûtent moins cher à produire en Asie qu'en France, car l'Asie dispose d'un avantage comparatif lié au faible coût salarial. Le coût unitaire de production, c'est-à-dire le coût moyen, est donc inférieur. De plus, la spécialisation de l'Asie dans la fabrication des vêtements, chaussures dans des usines ateliers lui permet de réaliser des économies d'échelle. En effet, sur une plus grande quantité produite, le coût unitaire diminue grâce à l'étalement des coûts fixes, les coûts des bâtiments, des machines, des terrains, sur une quantité donc plus importante, mais aussi aux effets d'apprentissage. On parle, grâce à l'extension des marchés donc, on parle d'effet de dimension. Alors les élèves de terminale n'ont pas à retenir cette notion d'effet de dimension. D'autre part, la concurrence accrue avec ou entre les firmes du fait de l'existence de marchés mondiaux les pousse à faire des efforts d'innovation et ou de productivité. On parle ici d'effet de concurrence. Là encore, les élèves de terminale n'ont pas à retenir la notion d'effet de concurrence. Alors, dans la figure 1, le gain de pouvoir d'achat de 44% à gauche de l'écran provient du fait que les consommateurs devraient payer 27 € si ce jean était produit en France au lieu de 14,99 €. Il suffit, pour obtenir ces 44%, il suffit de calculer la différence entre 27 et 14,99, ce qui donne 12 et quelques, disons 13, et de rapporter ce 13 aux 27 € initiaux, ce qui donne 0,44 multiplié par 100 nous donne 44%. Le commerce international rend possible la baisse des prix à travers différents canaux.
Alors, les échanges internationaux permettent effectivement aux économies qui se différencient par leur dotation factorielle et technologique de se spécialiser dans les productions pour lesquelles elles possèdent un avantage comparatif. Nous l'avons vu, les vidéos 1, 2, 3. L'allocation des ressources productives est alors améliorée, ce qui accroît la productivité et fait baisser les coûts et permet in fine une baisse des prix. Alors, le commerce entre pays comparables permet aux entreprises de proposer leur production à un marché plus large et de bénéficier d'économies d'échelle. Les coûts unitaires de production diminuant, les firmes peuvent alors proposer leurs produits à des prix plus faibles. Ensuite, en important des biens intermédiaires, les entreprises réduisent leurs coûts et peuvent proposer leur production à un prix plus faible. Dernier canal possible, le commerce international contribue à faire baisser les prix en intensifiant la concurrence. Le pouvoir de marché des firmes domestiques exposées à la concurrence internationale diminue et les force à baisser leurs prix. De plus, la pression concurrentielle est à l'origine de gains de productivité. L'accentuation de la concurrence incite les firmes à innover pour échapper à la concurrence, ce qui est favorable à la productivité et donc à la baisse des prix. Grand B, le commerce international a des effets contrastés sur les inégalités. Alors, petit a, le commerce international diminue les inégalités entre les nations, mais augmente les inégalités à l'intérieur des nations. Alors, qu'est-ce qu'une inégalité? Nous avons déjà rencontré cette notion à différentes reprises. Une inégalité correspond à une différence d'accès à une ressource socialement valorisée, patrimoine, revenus, etc. Les inégalités de revenus entre pays, depuis la révolution industrielle, ont augmenté jusqu'aux années 70-80. En effet, certains pays se sont insérés plus précocement que d'autres dans les échanges internationaux. On l'a vu notamment dans le chapitre 1 sur les sources de la croissance économique. D'autre part, les spécialisations différentes des pays expliquent que les gains tirés de l'insertion dans le commerce mondial ne soient pas identiques pour tous les pays. Malgré tout, depuis les années 90, depuis une quarantaine d'années, les pays émergents et de nombreux pays en développement, notamment asiatiques, ont entamé un processus de rattrapage, caractérisé par une très forte croissance économique qui provient de leur insertion dans les échanges internationaux. Les revenus de pays très pauvres et très peuplés ayant augmenté, cela entraîne mécaniquement une diminution des inégalités de revenus entre les pays. Nous allons voir qu'effectivement, les gains de la mondialisation ne sont pas équitablement répartis. Graphique 1. La courbe de l'éléphant, gain en pourcentage de revenus réels par tête par fractile de revenus mondiaux entre 1988 et 2008. Alors, la célèbre courbe de l'éléphant a été mise en évidence par Branko Milanovic et elle montre cette répartition inégale des gains de la mondialisation. Les fractiles de la distribution mondiale des revenus, les fractiles, on dit aussi les quantiles, sont des découpages de la population totale en classes d'effectifs égaux. On les appelle les déciles si l'on découpe celles-ci en 10 classes, les centiles si l'on découpe en 100 classes, etc. Vous trouverez une vidéo spécifique sur cette notion de percentile, décile, quintile, etc. dans la playlist Outils et savoir-faire mathématiques appliqués au SES. Alors, pour résumer très rapidement, on a classé par ordre croissant tous les revenus des terriens, du plus petit au plus grand. Et puis, on a découpé la population mondiale en 10 parts égales, ce qui nous donne en fait 9 déciles. Les déciles correspondant aux frontières entre chacune de ces 10 tranches de la population. Et par exemple, ici dans le graphique, le 50 correspond à la médiane. Il signifie que 50% des individus ont des revenus inférieurs et 50% des individus
ont des revenus supérieurs, la médiane étant la valeur qui va séparer une population statistique entre la moitié qui ont moins que cette valeur et la moitié qui ont plus que cette valeur. Alors, je reviens à la courbe. La courbe, elle montre le taux de croissance du revenu moyen, l'axe des ordonnées, des différents fractiles donc de la distribution mondiale des revenus qui se trouve, elle, en abscisse. La ligne en pointillé bleu que j'ai ajouté montre le taux de croissance moyen du revenu global qui est d'environ 24% sur la période, c'est-à-dire à peu près 1,1% par an. Alors, les personnes qui sont situées entre le 30e percentile et le 60e percentile sur ce graphique ont bénéficié d'une hausse très importante de leurs revenus réels, d'un ordre minimal de 65%. Ce gros cinquième de la population, dont la mondialisation a considérablement amélioré le sort, vit dans 90% des cas dans les pays émergents d'Asie, que sont la Chine, l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie. Ce ne sont pas les personnes les plus riches de ces pays qui se situent, elles, dans le haut de la distribution mondiale, mais bien les classes moyennes des économies émergentes. En fait, elles sont les grandes gagnantes de la mondialisation. Les personnes situées au point B sont celles qui sont plus riches que celles situées au point A, par exemple, mais leurs revenus sur la période 1988-2008 ont stagné. Pour les 3/4 d'entre elles, elles font partie des 50% des personnes les moins aisées des pays riches de l'OCDE. Les classes moyennes et moyennes inférieures des pays de l'OCDE sont situées entre le 75e et le 90e centile de la distribution mondiale des revenus. Elles sont les grandes perdantes de la mondialisation, avec des hausses modestes de revenus comprises entre 0 et 10%. Enfin, l'écrasante majorité des membres du centile supérieur, les 1% les plus riches des revenus mondiaux, sont des citoyens des pays riches. La moitié d'entre eux vivent aux États-Unis et les autres habitent presque tous en Europe de l'Ouest, au Japon et en Océanie. Au total, il ressort de l'analyse de la courbe de l'éléphant un effet ambigu de la mondialisation sur les inégalités. La mondialisation semble réduire les inégalités de niveau de vie, évaluées à partir du PIB par habitant entre nations, puisque les revenus dans les pays émergents sont très dynamiques, alors qu'ils stagnent ou qu'ils augmentent très peu pour la grande majorité des citoyens des économies de l'OCDE. Mais la mondialisation semble accroître les inégalités intranationales, c'est-à-dire les écarts de revenus entre les citoyens d'un même pays, puisque les revenus des classes moyennes et moyennes inférieures stagnent, alors que ceux des plus riches augmentent rapidement. En effet, les statistiques font apparaître une hausse généralisée des inégalités intranationales, donc à l'intérieur des pays, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents, et ce, quel que soit l'indicateur d'inégalité retenu, par des 1% ou des 10% les plus riches dans le revenu national. Sur votre écran, on a la part des 1% les plus aisés dans le revenu national, et on voit bien que cette part augmente à la fois dans les pays développés, comme l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni ou les États-Unis, ou bien dans les émergents, comme en Inde, en Chine, etc. On observe également une hausse de la part des 10% les plus aisés dans le revenu national, que ce soit en Chine, Brésil, Inde, donc dans les émergents, ou que ce soit dans les pays développés, Allemagne, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni, sur la totalité de la période allant des années 80 jusqu'aux années 2020. Depuis les années 80, les inégalités de revenus se sont accrues à l'intérieur des pays, qu'ils soient développés ou en développement. En effet, les entreprises ont procédé à une fragmentation internationale de leur chaîne de valeur en localisant les différentes tâches dans la réalisation d'un produit sur les territoires qui bénéficient d'un avantage comparatif.
Souvent, les tâches intensives en travail qualifié ont été localisées dans les pays développés, tandis que les tâches nécessitant du travail peu qualifié ont été localisées dans les pays en développement où les salaires sont plus faibles. Il en découle automatiquement une hausse des inégalités intranationales dans ces deux groupes de pays. En effet, les pays développés connaissent une hausse de la demande de travail qualifié et une baisse de la demande de travail non qualifié. La rémunération des plus diplômés augmente et celle des moins diplômés diminue. Et dans les pays en développement, les travailleurs qui ont un emploi dans les entreprises qui se sont insérées dans les chaînes de valeur mondiale bénéficient d'une rémunération plus élevée que dans les autres secteurs d'activité de l'économie. Dernier élément, la mondialisation, en interagissant avec le progrès technique, renforce encore davantage les inégalités à l'intérieur des pays. Par exemple, les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent aux offreurs de s'adresser à un marché planétaire, et les progrès du numérique rendent possible une production à un coût marginal presque nul. De ce fait, les meilleurs offreurs captent la quasi-totalité de la demande mondiale et voient leurs revenus considérablement augmenter. C'est l'effet superstar qui est décrit par Sherwin Rosen. À l'écran, vous avez cette écrivaine, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui est une des personnalités les plus riches du Royaume-Uni. Enfin, dernier élément, les pays font des choix différents en termes de fiscalité et de redistribution. Par exemple, les États-Unis ont cherché à réduire leur fiscalité, à l'inverse de la France, ce qui peut impacter les inégalités internes. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura éclairé sur les différents canaux de baisse de prix qui sont rendus possibles par la spécialisation et les échanges internationaux et également sur les effets ambigus du commerce international et de l'internationalisation de la production sur les inégalités de revenus. À bientôt pour une prochaine vidéo.